à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. On commence avec les titres. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres présidé ce dimanche par le président de la République. Le Conseil a examiné des projets de loi et des exposés relatifs à la mobilisation générale, à l'éducation, au commerce et à la prévention contre la drogue. Les détails dans cette édition. En prévision de Eid al-Adha, arrivée du premier navire chargé de près de 15 000 moutons importés de Roumanie. L'opération se poursuit durant le mois d'avril et le mois de mai pour atteindre l'objectif d'1 million de moutons. Les répercussions des fake news et de désinformation sur la sécurité et la stabilité des États, c'est le thème de l'atelier régional du Bureau de liaison pour l'Afrique du Nord du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, organisé ce dimanche à Alger. On en parle dans un instant. Amélioration de la qualité des prestations consulaires au profit de notre communauté à l'étranger, au cœur de la visite du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger à Bruxelles, Sofiane Chaïb, qui s'est enquis des résultats de la modernisation du système de gestion au niveau de nos consulats. Dans ce journal Zoom sur l'implication du ministre de l'Intérieur français dans des affaires de fraude, Bruno Retailleau, connu par son discours haineux et extrémiste envers l'Algérie, a été impliqué il y a quelques années dans une affaire de détournement de fonds publics au Sénat français. On en parle dans un instant. Bienvenue, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi et à des exposés relatifs à la mobilisation générale, à l'éducation, au commerce et à la prévention contre la drogue. Il s'agit notamment des projets de loi relatifs à la mobilisation générale, à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les enseignants et professeurs du secteur de l'éducation et à la prévention contre la drogue et les psychotropes, ainsi qu'à des exposés portant notamment sur l'organisation de la foire commerciale intra-africaine. Plusieurs orientations et décisions ont été données. Une multitude de projets approuvés. Approbation de la réduction de l'âge de départ à la retraite pour les enseignants des 3 cycles primaires, moyens et secondaires. Approbation du prix de l'importation des moutons de l'Aïd fixé à 40 000 dinars sur proposition du ministre de l'Agriculture. Le président de la République a ordonné l'activation et l'installation dans un délai d'1 mois de l'instance du guichet unique en tant qu'autorité décisionnelle en matière d'investissement loin de toute bureaucratie. Le président de la République a ordonné également l'activation et l'installation dans un délai d'1 mois de 2 instances chargées de l'exportation et de l'importation en vue d'une gestion efficace à caractère institutionnel et dotée d'un mécanisme d'anticipation. Plus de détails tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, l'accostage au port d'Alger du premier navire chargé de près de 15 000 têtes de moutons. Il s'agit de la première opération des navires transportant les moutons de l'Aïd importés de Roumanie. L'opération se poursuit durant le mois d'avril et le mois de mai pour atteindre l'objectif d'1 million de moutons, conformément aux instructions du président de la République. Le but étant de faire baisser les prix et d'assurer une disponibilité du cheptel. Regardez ce reportage signé Badia Amani. Port d'Alger, c'est ici que la première cargaison chargée de 15 000 têtes de moutons de l'Aïd est arrivée. Elle est importée de Roumanie dans le cadre d'une opération d'envergure lancée sur instruction du président de la République et visant à mettre à la disposition des citoyens des moutons à des prix accessibles. C'est là la première cargaison d'ovins importée depuis la Roumanie, d'un total de 500 000 têtes. Le cheptel sera transporté directement vers les zones de mise en quarantaine afin de vérifier son état sanitaire et protéger la santé du consommateur. Les moutons seront par la suite distribués à travers les wilayas du pays via des commissions spéciales qui veilleront au bon déroulement de l'opération, notamment l'aménagement des points de vente et l'accompagnement des citoyens dans les opérations d'achat. L'opération de déchargement du cheptel s'est déroulée dans les meilleures conditions. Une bonne organisation et une rapidité d'exécution. Avant sa mise sur le marché, ce cheptel subira toutes sortes de contrôles sanitaires nécessaires. L'opération d'importation du cheptel ovin est effective. Nous avons reçu la première cargaison en provenance de Roumanie.
Tous les ports du pays, à l'exception de celui d'Arzeu, sont mobilisés. L'opération d'importation se poursuivra durant le mois d'avril et le mois de mai pour atteindre l'objectif d'1 million de moutons, ce qui permettra aux citoyens d'acheter un mouton à un prix abordable. Nous en parlions en titre, les travaux de l'atelier régional du Bureau de liaison pour l'Afrique du Nord du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique ont débuté ce dimanche au Centre international de conférence Abdelatif Rahal à Alger. Cet événement est organisé sous le thème « Les répercussions des fake news et de la désinformation sur la sécurité et la stabilité des États ». L'atelier a été présidé par le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, également responsable de la région Afrique du Nord du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, CISA, et ce en présence du ministre de la Communication, de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, ainsi que du président du CISA, de son secrétaire exécutif, du délégué des affaires politiques et de la sécurité et de la paix auprès de la Commission de l'Union africaine, en plus de conseillers de la présidence de la République, de directeurs d'institutions médiatiques, du DG de la Sûreté nationale et des cadres du ministère de la Défense nationale. L'atelier revêt une dimension stratégique importante, notamment dans le contexte actuel avec les défis qui s'imposent au continent africain. Cette rencontre reflète notre engagement collectif à renforcer la sécurité et la stabilité au sein de notre continent, en faisant face aux défis dans un esprit de solidarité et de coopération. Notre rencontre aujourd'hui n'est pas seulement une réunion technique, mais constitue une réaffirmation de la volonté commune de nos États de faire face aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale, régionale, au premier rang, desquelles figure le phénomène de la désinformation et des fake news. Ce phénomène est devenu un outil exploité par des acteurs malveillants pour semer l'instabilité, attiser les tensions et fragiliser les institutions de l'État. Un phénomène qui s'est aggravé avec l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication au point de dépasser le simple cadre médiatique pour représenter une menace directe à la sécurité et à la stabilité. La désinformation est désormais utilisée pour influencer les sociétés, saper la confiance entre les peuples et leurs gouvernements et manipuler l'opinion publique dans le but de servir des agendas cachés. Si la désinformation et les fake news sont diagnostiqués comme des menaces pour la stabilité des États africains, leurs incidences sur la sécurité nationale de nos États appellent à une impérieuse réponse continentale. En effet, bien que ces assises soient ainsi circonscrites au nord du continent, il est que l'effet duplicateur des nouvelles technologies de l'information et des communications TIC et le caractère complexifié de ces menaces, leur nature diffuse et transfrontalière, devrait interpeller l'ensemble des services de sécurité de tous les États africains. Pour moi, en tant que Namibien, l'Algérie occupe une place toute particulière dans mon cœur. Depuis notre enfance, nous entendons nos parents et les icônes de notre lutte de libération parler du soutien précieux apporté par l'Algérie à la cause namibienne. Ce soutien indéfectible fait que le peuple namibien reste profondément reconnaissant envers le peuple algérien. Et parmi les objectifs du CISA, faciliter la coopération et l'interaction entre les services de renseignement, favoriser l'échange d'informations pour faire face aux menaces sécuritaires communes, servir de plateforme pour les membres de l'organisation et offrir un forum dédié à la recherche conjointe sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Présent également à cette rencontre, le ministre de la Communication et la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines. Je vous propose de les écouter. Dans ce contexte sensible, marqué par une montée sans précédent de la désinformation et des fake news, l'importance cruciale de ce sujet, son impact profond sur la sécurité et la stabilité de nos États africains se confirme. Cette situation reflète également l'engagement constant de l'Algérie, gouvernement et peuple, à lutter contre tous les phénomènes menaçant la sécurité du continent, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer la coopération entre les pays africains afin de faire face à ces défis communs. Le continent africain est malheureusement devenu un terrain fertile pour ce type de guerre silencieuse. Des rapports indépendants ont révélé que les campagnes de désinformation ciblent désormais les élections dans plus de 20 pays africains ces dernières années.
Ces campagnes visent à affaiblir la confiance des peuples dans les processus électoraux, à semer le doute sur la légitimité des institutions et à encourager le chaos et la division. La modernisation de la gestion consulaire et la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger au cœur de la rencontre qu'a tenue le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger au siège de l'ambassade d'Algérie de Bruxelles. Réunion qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République. Il s'agit d'améliorer la qualité des prestations consulaires à travers notamment la digitalisation, la réduction des délais et une meilleure gestion des pics d'influence, nous dit Afab Belhouchette dans son reportage. Évaluer, ajuster, accélérer, c'est un chantier de fond que le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chahib, est venu suivre de près. Digitalisation des services, réduction des délais, meilleure gestion des pics d'affluence, délivrance fluide des documents biométriques, amélioration de l'accueil. Autant de priorités au cœur de la réunion qu'il a présidée au siège de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles, en présence des chefs de poste consulaire d'Europe du Nord, de cadres du ministère et de l'ambassadeur Mohamed Lamine Ben Cherif. Le mot d'ordre a été la facilitation d'abord de tout ce qui est prestations consulaires fournies au profit de nos concitoyens, mais aussi d'explorer et d'exploiter l'ensemble des outils numériques à disposition qui pourraient justement permettre l'atteinte de cet objectif qui est un objectif essentiel dans le plan d'action du gouvernement. Une volonté politique affirmée de proximité et d'efficacité qu'il a également portée la veille devant les forces vives de la société civile, associations, étudiants, artistes et professionnels. Après un hommage appuyé à l'histoire de l'immigration algérienne en Belgique et à son rôle dans la libération nationale, le message était clair, co-construire, mobiliser et faire confiance. Un appel qui a fortement résonné chez les plus jeunes. De nous supporter, bien évidemment. Organiser des événements pareils. Pour se réunir et échanger des idées et communiquer. Les professionnels, eux, demandent plus de partenariats concrets avec le pays d'accueil et une meilleure mise en œuvre des accords existants, comme la convention entre les sécurités sociales algériennes et belges, dont le volet formation reste fragile. La convention existe sur les deux volets, c'est-à-dire prise en charge médicale et chirurgicale, et le volet formation. Il est fait par des initiatives un petit peu... pas personnel, mais sur des invitations pour des conférences et des choses comme ça. Mais ce que nous souhaitons, c'est des choses encore un peu plus pérennes pour pouvoir... Au-delà des réformes techniques, une demande revient avec insistance, la création d'un conseil représentatif de la communauté algérienne établie à l'étranger. C'est une priorité, c'est ce qui sera le fil conducteur entre la communauté algérienne de l'étranger, qui est une force démographique, force électorale et force financière. De l'hommage à la projection, du constat aux propositions, c'est une Algérie à l'écoute, concrète et résolue qui s'est exprimée. À travers ces échanges, une nouvelle méthode se dessine. Moins de distance, plus de dialogue, moins de démarches, plus d'efficacité, moins de symboles, plus d'action. Et les résultats de la modernisation du système de gestion au niveau de nos consulats sont déjà visibles, grâce notamment à l'organisation des tickets et la révision de procédures. Le consulat général parle de 35% de gains en efficacité et en temps. Les membres de notre communauté que notre caméra a rencontrés ont exprimé leur satisfaction. Afab Belhouchette les a rencontrés. Regardez. À la sortie du consulat général d'Algérie à Bruxelles, ce sont des visages détendus, voire souriants. En fait, je suis venue pour renouveler le passeport de maman. Elle est déjà handicapée et ils ont fait tout pour nous. Je suis très très contente. Et pour le retrait, ce sera la même chose. Vraiment, ce que je peux dire, c'est magnifique. Une première impression vite confirmée à l'intérieur. Malgré ce samedi férié, les guichets ne désemplissent pas et les familles affluent. C'est pas trop long ? Non, ça va, c'est super bien. Franchement, ils sont super agréables, super accueillants. Et avec service, finalement. Ça se passe très bien. Ils étaient adorables au guichet, malgré le monde et puis l'affluence. Non, c'était vraiment très bien. Et même les plus petits, rarement connus pour leur patience, repartent le sourire aux lèvres. Pourquoi ? Une ambiance sereine qui reflète les résultats concrets d'un système de gestion modernisé. Grâce à l'organisation des tickets et à la révision des procédures, le consulat général parle de 35% de gains en efficacité et en temps. Un dispositif que le secrétaire d'État Sofiane Chahib a pu constater sur place. Ici, chaque jour, ce sont entre 200 et 300 dossiers qui sont traités, tous services confondus. L'occasion aussi pour le secrétaire d'État d'échanger directement et sans filtre avec les ressortissants.
La question du transport aérien constitue une préoccupation majeure, régulièrement soulevée par les membres de notre communauté établie à l'étranger, notamment en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Nous leur avons réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir des services de meilleure qualité. Une commission se réunit actuellement dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et étudie l'ensemble des solutions possibles afin d'apporter une réponse adaptée à ce type de demande. Une annonce qui devrait réjouir les plus de 50 000 ressortissants suivis par le consulat général d'Algérie à Bruxelles, en Belgique et au Luxembourg, et même au-delà, à la veille de la saison estivale. Et on revient à présent avec le communiqué intégral du Conseil des ministres tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la République. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de projets de loi portant sur la mobilisation générale, la réduction de l'âge de la retraite au profit des enseignants, du secteur de l'éducation, la prévention contre les drogues et substances psychotropes, ainsi que des présentations relatives notamment à l'organisation du Salon africain, du commerce intra-africain plutôt, à l'issue de la présentation du Premier ministre sur l'activité du gouvernement durant les 2 dernières semaines et après les interventions des ministres concernant les projets de loi et les différentes présentations. Le président de la République a donné des instructions, orientations et directives. Concernant le projet de loi relatif à la mobilisation générale, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi relatif à la mobilisation générale qui vise à définir les modalités d'organisation, de préparation et d'exécution de la mobilisation générale telle que prévue par l'article 99 de la Constitution. Concernant la stratégie nationale multidimensionnelle de lutte, multisectorielle de lutte contre les drogues et les substances psychotropes, le président de la République a ordonné au gouvernement de créer des établissements pénitentiaires spécialisés dans les crimes majeurs liés aux drogues. Concernant le projet de loi relatif à la retraite, réduction de l'âge de la retraite pour les enseignants du secteur de l'éducation, le Conseil des ministres a approuvé la réduction de 3 années de l'âge de départ à la retraite au profit des enseignants des 3 cycles primaires, moyens et secondaires. En exécution de l'engagement du président de la République envers les enseignants et en reconnaissance de leurs efforts dans la préparation des générations futures. Concernant une présentation complémentaire dans le secteur de l'agriculture, sur proposition du ministre de l'Agriculture, le Conseil des ministres a approuvé le 30 000 dinars algériens pour les moutons importés destinés à Eid al-Adha. Le président a souligné que les nouvelles données statistiques du ministère de l'Agriculture représentant une première étape vers la mise sur les rails du secteur agricole en tenant compte du développement des filières et de l'élargissement des surfaces irriguées. La croissance remarquable de la culture des oliviers, des palmiers et des arbres fruitiers constitue plutôt un indicateur positif pour le développement de cette filière. Il a également ordonné un suivi rigoureux de l'agriculture saharienne en matière de production effective sur le terrain, concernant l'organisation du Salon africain du commerce intra-africain. Le salon revêt une importance particulière pour la promotion des échanges inter-africains. À ce titre, le président a ordonné de faciliter pleinement la participation des partenaires africains à cet événement économique que l'Algérie accueillera et de prendre toutes les pour assurer le succès tant pour l'économie nationale. Il a aussi ordonné la coordination et la synergie entre les ministères du commerce extérieur et de la promotion des exportations, du commerce intérieur et de la régulation du marché et des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines plutôt, afin de garantir le plein succès du salon et tenant compte de l'expérience et du rôle de leadership de l'Algérie sur les plans africains et international. Le président de la République a ordonné par ailleurs au gouvernement de mettre en place et d'activer les instances suivantes dans un délai d'1 mois, selon les orientations suivantes. D'abord, le guichet unique, son rôle porte essentiellement sur l'action d'investissement pur, sans lien avec la gestion administrative, centralisée ou décentralisée. Il vise à faciliter l'investissement et à lever tous les obstacles bureaucratiques entravant les investisseurs. Il est donc habilité automatiquement et légalement à engager et à suivre liés à l'investissement. 2 organes nationaux chargés de l'importation et de l'exportation, leur création vise une gestion plus efficace selon une nouvelle vision et de nouveaux mécanismes. Le président a souligné que la dimension institutionnelle de l'organisme chargé de l'importation, impliquant plusieurs actions
anticipative fondée sur des informations fiables, définir précisément les besoins d'importation et d'assurer une réactivité optimale dans la prise de décision de manière souple et appropriée. Cet organe est placé sous la tutelle du Premier ministre. Le président a ordonné par ailleurs au ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations de présenter de nouvelles propositions pour organiser les opérations d'importation. Il en va de même pour les opérations d'exportation que l'État encourage dans le cadre d'une vision globale, intégrée à long terme et non ponctuelle. La réunion du Conseil des ministres s'est achevée par l'adoption de décrets portant nomination et fin de fonction à des postes supérieurs de l'État plutôt. Fin donc du communiqué relatif au Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la République. Dans le reste de l'actualité, coopération algéro-saoudienne avec l'ouverture ce dimanche des travaux du forum d'affaires des deux pays à Alger avec la réaffirmation par les deux parties de leur volonté commune de renforcer la coopération dans plusieurs domaines économiques. Cette rencontre est l'occasion d'explorer les opportunités de partenariat et d'investissement, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture, du tourisme et du bâtiment. Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le président du Conseil du renouveau économique algérien, CREA, a mis en avant les opportunités de partenariat entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, appelant à en tirer parti à travers des investissements efficaces. De son côté, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie a fait savoir que la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays avoisinait $1 milliard, ce qui, selon lui, ne reflète pas le niveau des relations bilatérales solides. Rappelons à ce propos la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer les relations dans divers domaines. Le forum a été l'occasion de tenir, rappelons-le, des rencontres d'affaires bilatérales, B2B, entre les représentants des entreprises algériennes et saoudiennes et la signature de plusieurs accords de partenariat entre les deux parties. Longtemps dépendante des hydrocarbures, l'Algérie trace aujourd'hui une voie audacieuse vers la diversification économique. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans un article intitulé « Comment l'Algérie façonne son avenir économique ». La diversification de l'économie algérienne est désormais un fait. Les exportations ont triplé en 2023 par rapport à 2017. Les engrais, les produits sidérurgiques et le ciment figurent parmi les principales exportations, nous dit Yamina Saïdi dans ce papier. Regardez. La diversification de l'économie algérienne est désormais une réalité tangible. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la Banque mondiale dans un article publié sur son site internet intitulé « Comment l'Algérie façonne son avenir économique ». Selon l'institution Bretton Woods, le paysage opère une transformation profonde pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures et attirer les investissements étrangers. Les mesures récentes mises en œuvre pour diversifier l'économie nationale porté leurs fruits, les exportations hors hydrocarbures ayant triplé en 2023 par rapport à 2017. Les engrais, les produits sidérurgiques et le ciment figurent parmi les principaux produits exportés. Le secteur agricole n'est pas en reste, avec des progrès notables dans l'exportation de produits alimentaires frais. L'Algérie renforce aussi ses capacités dans le domaine de la qualité, le nombre de laboratoires accrédités étant passé de 77 en 2021 à 135 en 2024, soit une augmentation de 75%. Parmi les réformes clés mises en avant, la Banque mondiale cite le système communautaire portuaire algérien lancé en juillet 2021 avec son appui technique qui permet de réduire les délais de dédouanement en reliant les douanes, les compagnies maritimes et les exportateurs via une interface unique. Autre élément clé de cette diversification, la loi sur l'investissement de 2022 qui comporte plusieurs incitations, notamment des exonérations fiscales et douanières, ainsi qu'une simplification des procédures administratives par le biais de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, API, qui a développé une plateforme numérique facilitant l'accès au foncier, à l'information prévue. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un potentiel considérable pour diversifier ses exportations et s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Le défi actuel est de capitaliser sur cet élan, notamment en s'attaquant aux barrières structurelles et en renforçant la compétitivité.
Inauguration officielle ce dimanche du siège du Consulat général de Turquie à Oran, en présence du ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Younes Magraman, ainsi que du wali d'Oran, Samir Shibani. Le ministre turc a souligné à cette occasion que l'ouverture du Consulat général de la République de Turquie à Oran consolidera les relations entre les deux pays amis et frères. La tension diplomatique entre Alger et Paris incombe essentiellement à la gestion catastrophique du ministre dossier Bruno Retailleau, haineux et extrémiste envers l'Algérie. Il est impliqué dans plusieurs affaires de fraude, notamment une affaire de détournement de fonds publics au Sénat français. On y revient dans ce papier signé Emile Saïch. Regardez. Bruno Retailleau, figure bien connue de la droite conservatrice à la moralité douteuse, s'est retrouvé à maintes reprises au cœur de scandales politico-financiers. Une enquête indépendante révèle qu'il aurait bénéficié de versements frauduleux alors qu'il était président du parti Les Républicains de la région Pays de la Loire. Versements alimentés par des fonds publics censés servir de rémunération au profit d'assistants parlementaires. Une magouille vieille de plus de 10 ans qui aurait permis alors à des sénateurs UMP, devenus aujourd'hui le parti des Républicains, d'arrondir confortablement. Ces détournements organisés, estimés à plus de 5 millions d'euros, auraient duré jusqu'en 2014, avant de s'interrompre brutalement sous la pression des premières investigations. Alors que plusieurs sénateurs sont déjà mis en examen, Retailleau joue maladroitement la carte de l'amnésie et tente de se blanchir en qualifiant ces ristournes de vieilles pratiques qui lui auraient été totalement étrangères, alors que les éléments l'accusant étaient plus qu'accablants. Plus grave encore, Retailleau avait été accusé également d'avoir détourné d'autres sommes d'argent, cette fois pour favoriser la Vendée, son département d'origine. Pour le Tour de France 2018, plus de 600 000 euros issus de fonds publics ont été injectés au profit exclusif de la Vendée au détriment des autres territoires concernés. Favoritisme, trafic d'influence, fraude, mensonges à répétition, Bruno Retailleau incarne tout ce que les Français méprisent dans la classe politique. Un élu qui détourne l'argent des contribuables pour servir ses intérêts personnels et manipule les institutions à son avantage. Une attitude malhonnête qui discrédite la parole politique et fragilise la confiance du peuple envers ses dirigeants. Exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles de l'occupation marocaine, c'est l'objectif de la marche de la liberté lancée le 30 mars dernier depuis Ivry en France et en vue d'arriver à Knettara au Maroc. Ce dimanche, escale toulousaine avec l'organisation d'expositions, diffusion de films et conférences avant de reprendre la route, nous dit Rina Lerari. Regardez. La ville de Toulouse était ce samedi et ce dimanche le nouveau point de passage de la marche de la liberté. Un seul mot d'ordre, des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles de l'occupant marocain et porter la voix du peuple sahraoui qui lutte depuis des décennies pour son droit à l'autodétermination. Vive la résistance, vive le peuple sahraoui et vive la solidarité internationale. Cette mobilisation itinérante est portée par des organisations syndicales, des associations de défense des droits de l'homme et de nombreux acteurs de la société civile rassemblés pour réclamer la libération de Abdallah Toubali, Mohamed Lefkir, Naama Asfari, Abdallah Abahah et des centaines de Sahraouis emprisonnés arbitrairement au Maroc. Pour les militants, il ne s'agit pas seulement de dénoncer les détentions arbitraires, mais aussi d'interpeller la France sur sa responsabilité dans le dossier sahraoui, afin qu'elle cesse de conduire et cautionner des politiques colonialistes et impérialistes qui méprisent les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au cœur de cette escale militante, des expositions, projections de films, conférences et manifestations ont rythmé la journée, témoignant de la détermination des participants à faire entendre la voix de la cause sahraoui. Partie d'Ivry-sur-Seine, la marche de la liberté poursuivra sa traversée de la France, puis l'Espagne jusqu'à Kénitra au Maroc, où sont incarcérés arbitrairement des dizaines de militants sahraouis. Symbole d'espoir, elle porte un message profond, celui d'un peuple résilient et déterminé à être libre et maître de son destin. Au Maroc, la population et les syndicats dénoncent une gestion opaque du pouvoir et des deniers publics et une économie entre les mains d'une élite proche au détriment du peuple.
les droits sont bafoués. Mariam Damis. Des voix s'élèvent de plus en plus contre la politique socio-économique menée par le Marzen, accusé d'appauvrir la population tout en détournant les richesses du pays au profit d'une élite proche du pouvoir. Certains observateurs dénoncent un système hérité de la France coloniale sous l'autorité du maréchal Lyautey, dont la statue demeure un témoignage de l'histoire d'un régime qui a sacrifié sa souveraineté du peuple sans remords. Aujourd'hui encore, le Marzen engage de nouveau le pays dans un jeu de compromis au service de ses intérêts illusoires et expansionnistes au détriment du droit de son peuple et stable sur sa propre terre. Les terres marocaines sont désormais livrées de force au profit de puissances étrangères. Celui qui ne lui appartient pas pour nous coloniser, puis prétend des années plus tard que les Marocains ont vendu leurs terres à l'entité sioniste se trompe lourdement. Nous sommes prêts à mourir pour notre terre, même pour des milliards. Jamais nous la leur céderons. Dans quel pays vivons-nous, au Maroc ou en Israël? Si nos droits sont bafoués, je n'ai d'autre choix que de partir avec mes enfants. De l'héritage colonial français à l'alignement sioniste, cela fait des décennies que le Marzen et ses institutions entretiennent la corruption et la répression dans le pays. La principale victime reste le citoyen marocain, épuisé par des promesses sans lendemain, voyant ses espoirs s'effondrer dans l'impasse de la normalisation. Et justement, on en parle depuis quelques courant sioniste de plus en plus perceptible dans la société marocaine. Radio Abraham en est l'exemple. Cette station vise à consolider la normalisation. Il s'agit clairement d'une manœuvre du Marzen, un alignement politique dicté par des intérêts sionistes. Yasmine Amsoudi. Les médias marocains ont évoqué une propagande derrière le discours de paix et de dialogue prôné par Radio Abraham, dont le patron Ahmed Shar'i est à l'origine d'initiatives médiatiques pro-sionistes. La création de cette radio sioniste au Maroc est avant tout une manœuvre du Marzen pour manipuler l'opinion publique. En permettant l'implantation de cette station, le régime cherche à faire accepter sa normalisation avec l'entité sioniste, en dépit du rejet massif de cette normalisation par le peuple marocain. Cette station ne relève pas d'un simple choix médiatique, elle participe à une stratégie d'influence visant à imposer un alignement politique dicté par des intérêts sionistes avérés au Maroc. Loin d'être un simple projet médiatique, cette station représente une offensive publique. Derrière son apparence de neutralité se joue une stratégie d'influence destinée à redessiner les repères culturels et politiques du Maroc. Le Marzen tente d'ancrer des discours alignés avec des intérêts étrangers, en brouillant volontairement les lignes entre information, propagande et manipulation. Derrière cette façade de diversité, ce projet cache des objectifs beaucoup plus cyniques. En autorisant l'installation de cette radio, le Marzen tente de remodeler la perception du peuple et introduire une vision favorable à des relations internationales qui ne correspondent en rien aux aspirations du peuple marocain. Au Proche-Orient, l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, a indiqué ce dimanche que la détérioration de la situation humanitaire à Gaza était aggravée par les bombardements et le blocus imposé par l'occupation sioniste sur l'entrée de l'aide humanitaire et des fournitures commerciales. Sur le terrain, la situation est dramatique. Le génocide se poursuit dans l'impunité et sous les yeux nationaux. Au moins 12 Palestiniens sont tombés dans des bombardements de l'armée sioniste sur les villes de Gaza, Khan Younis et Rafah. Les forces de l'occupation sioniste ont également attaqué des journalistes ce dimanche devant le camp de Jénine avec des bombes à gaz lacrymogènes. Les crimes perpétrés contre les journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, notamment, relèvent d'une tentative délibérée de faire taire la voix de la Palestine. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Nous terminons donc avec la session de formation sur le renforcement des compétences des jeunes journalistes en conformité avec les normes de qualité et les exigences éthiques de la profession organisée par la télévision algérienne visant à rehausser le niveau des jeunes journalistes et renforcer leurs compétences pour les munir des outils nécessaires à même de répondre aux exigences du travail médiatique et aux normes les plus élevées de qualité et de professionnalisme. Cette session intervient dans le cadre de la formation continue des journalistes et a été ponctuée par des ateliers et des débats animés par des journalistes et professionnels des médias expérimentés.
Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie avec prochain point de l'information en langue nationale à 20h. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.